C'est bien ça, voilà. Alors, moi, de mon côté, je suis donc chef de projet qualification certifié ISTQB et je travaille bientôt depuis une quinzaine d'années, comme toujours comme chef de projet test sur différents projets où je suis passé. D'accord, D'accord. voilà. Donc, l'un des derniers projets que nous avons, sur lequel j'ai été chef de projet test, c'est le projet Via Navigo. Pour vous qui habitez à Paris, vous avez vu que Oui, depuis un moment, vous pouvez passer les portiques du métro avec votre mobile. oui, Voilà, donc ce projet Via Navigo, je me suis occupé de toute la partie test de l'application Via Navigo. D'accord. Voilà, donc c'est vrai que j'ai une grosse expérience dans le domaine. Donc, on va commencer la formation, d'accord? Vous pouvez prendre des notes, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà, d'accord? Parce que dans le cadre du test, il faut d'abord maîtriser le cycle de vie standard d'un produit, d'accord? Lorsque vous êtes sur un projet informatique, vous avez plusieurs phases. Vous avez une phase de conception, une phase de réalisation et une phase d'exploitation. D'accord? Dans la phase de conception, là, on peut étudier les études d'opportunité, on peut faire des études préalables, on peut faire l'analyse générale, on peut faire l'expression de besoins, l'analyse fonctionnelle technique, ainsi de suite. Ça, c'est toute la phase de conception. Dans la phase de réalisation, on va donc avoir des spécifications détaillées, on va faire du développement unitaire, on va faire de l'intégration, on va faire une recette fonctionnelle, voilà, et on va donc mettre l'application en exploitation. Est-ce que, à titre personnel, est-ce que vous êtes déjà intervenu sur les différentes phases? moi j'ai intervenu sur la recette. Toi, tu es intervenu sur la recette, donc sur la partie sur la partie plutôt réalisation. Oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà écrit fait de l'analyse fonctionnelle technique? Est-ce que tu as déjà écrit des specs? Est-ce que tu as déjà fait des études de faisabilité? Non, j'ai rédigé que les plans de test. Tu as rédigé que les plans de test. Voilà. Bon, mais c'est très important. Alors, je vais admettre une autre personne. Allô, Eric? Ah, il est en train de se connecter. Pour moi, c'est pareil. J'ai participé dans la recette fonctionnelle, mais en fait, les étapes qui précèdent ici, jamais eu l'occasion. D'accord. Donc, toute la partie, tu n'as jamais eu l'occasion de travailler sur toute la partie conception. On est d'accord? Oui, c'est bien ça. D'accord, c'est très bien. Et en fait, je pense que c'est ce qui me manque comme compétence. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est souvent aussi, voilà, c'est souvent aussi très demandé. Le plus important, vraiment, c'est de bien connaître le cycle de vie du produit. On est dans un projet informatique. Il y a 3 phases. Il y a une phase de conception où on analyse qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va définir, quel est le produit qu'on va mettre en place, qu'est-ce que voilà, on travaille souvent avec, c'est toute la partie AMOA, d'accord? C'est toute la partie expression de besoin. Quand tout ça a été défini, on peut donner un go ou un no-go. D'accord? Quand on donne le go, on passe en phase de réalisation et dans la phase de réalisation, on commence l'étude détaillée. Alors, je dis bonjour à Eric. Est-ce que, Eric, tu peux mettre ton son? Tu peux désactiver ton micro. Alors, je vais lui envoyer un petit message, demander la réactivation du micro. Allô, Eric? Salut Covalin.
Ah, salut, ça va? Comment vas-tu? Ben, écoute, ça va, ça va. On vient juste de commencer. Oui, Voilà, merci de nous rejoindre. Nous sommes actuellement avec Merail. ouais, Alors, Merail a une expérience déjà test sur les projets informatiques. D'accord. d'accord. Mhm, Hicham, lui, est plutôt en chef de projet. ok. D'accord. Il a plutôt une expérience dans le management de projet et Mhm, il souhaite se spécialiser dans le domaine du test puisque ça devient une partie très, très importante dans le cadre d'un projet. d'accord. D'accord. Donc, je te laisse te présenter. On est juste au premier slide. Donc, tu n'as rien raté. Bon, bah écoute, moi je suis surtout là par curiosité parce que moi je suis avant tout banquier spécialiste des marchés financiers Hmm. et puis accessoirement gestionnaire de patrimoine. Donc c'est vraiment à titre de curiosité, bien que j'ai pu déjà m'intéresser au domaine du codage informatique, puisque Mhm. j'ai pu suivre pas mal de cours en la matière. C'est un domaine qui m'intéresse tout particulièrement. Donc voilà, je suis là vraiment pour d'abord écouter, voir un petit peu ce que ça peut m'apporter Tout à dans le fait. futur, parce que le domaine des technologies de l'information et surtout ce domaine particulièrement des tests logiciels, c'est un Mhm. domaine d'avenir. Donc pour moi, c'est un métier qui potentiellement pourrait m'intéresser. Voilà. Tout à Donc fait. je suis à l'écoute surtout. D'accord, d'accord. Ben, écoute, c'est très, très bien. Donc, je venais donc de commencer le premier slide en parlant donc du cycle de vie de produit. N'hésitez pas à me couper, à me poser les questions que vous voulez. D'accord? Ok, Donc, dans un projet informatique, il obéit à un certain nombre de normes puisqu'on doit fournir un produit. Que ce soit un logiciel, que ce soit au niveau de nos téléphones, une application, que ce soit le téléphone lui-même, il faut d'abord le considérer comme un produit. D'accord? Et pour mettre en place ce produit, pour mettre en place ce logiciel, pour mettre en place ce téléphone Huawei ou Samsung avec lequel vous vous êtes connecté pour participer à cette formation, il y a donc le cycle de vie standard de la mise en place de ce produit. D'accord? Et dans le cadre de la mise en place de ce produit, on a donc trois phases. On a une phase de conception où là, on va chez le client, on lui dit qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux qu'on installe dans ta société, quels sont les besoins des utilisateurs, quelle est la finalité de ce que tu veux. Ça, c'est la première phase de conception. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus sur un projet. C'est des gens qui savent rédiger, c'est des gens qui sont à l'écoute de l'entreprise, c'est des gens qui vont récupérer tous les besoins fonctionnels et qui vont essayer de transformer ces besoins fonctionnels en besoins informatiques. D'accord? Donc, ça, c'est la première phase de conception. La deuxième phase, elle, c'est la phase de réalisation. Lorsqu'on a terminé la phase de réalisation, de conception, on passe à une phase de réalisation. Là, il faut aller plus loin encore que ce qui avait été défini dans la conception en faisant des études détaillées. Et ces études détaillées vont permettre donc le développement de l'application. Plus tard, la partie test, d'accord, afin de faire ce qu'on appelle la mise en prod. Alors, la mise en prod va donc permettre de livrer l'application à des utilisateurs. D'accord? Donc, on est vraiment dans, si vous regardez bien le schéma, on est dans le cycle de vie d'un produit qu'on doit mettre en place. Donc, la partie test, si vous regardez bien, intervient ici. Elle intervient dans la phase de réalisation. D'accord? Puisque avant de livrer une application à une entreprise, c'est-à-dire au demandeur, il faut faire la phase de test. Il faut à tout prix
tester l'application, faire une recette technique, faire une recette fonctionnelle et faire la mise en prod pour l'exploitation de l'application. D'accord? Alors, d'un point de vue de projet informatique, je pense que Hicham, lui, doit bien maîtriser tous ces processus. Dans les projets informatiques, il existe des processus au sein donc du projet. Il est important, on ne peut pas faire de l'informatique si on ne connaît pas les cycles de développement. D'accord? Il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé en informatique, il existait ce qu'on appelle le cycle en V. C'était le cycle à la mode. D'accord? Alors, ici, nous partons donc, vous voyez, on part des expressions de besoins de la MOA. À partir de l'expression des besoins, on va définir des spécifications. À partir des spécifications, on va faire une conception préliminaire. Voilà, j'ai un portable. Qu'est-ce qu'il est censé faire, mon portable? Ben, écoutez, il doit appeler. Il doit aller où? Il doit aussi aller, il doit utiliser des applications. Donc ici, on est vraiment dans la conception préliminaire. Après, on va passer dans une conception détaillée. Là, on va définir que quand je clique sur tel bouton, ça fait ça. Quand je clique sur tel autre bouton, ça fait également ça. On est vraiment dans la conception détaillée. Ensuite, on va coder. Quand on a fini de coder, on va faire des tests unitaires. Les tests unitaires, après, on fait des tests d'intégration. Après les tests d'intégration, on fait les tests de validation et nous livrons notre produit. On le met en exploitation, c'est-à-dire qu'il est utilisable. Donc, ça, c'est l'ancienne méthode. C'est le cycle en V. D'accord? La méthode aujourd'hui, elle a beaucoup évolué parce qu'à l'époque, souvent, on faisait des spécifications, on faisait des conceptions détaillées, on codait. On pouvait se rendre compte au moment du codage qu'il y avait quelques difficultés au niveau de la spécification et on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, aujourd'hui, en informatique, on utilise plutôt ce qu'on appelle des méthodes agiles. D'accord? Voilà. Donc, on est passé dans les années… Pardon, Kovana? Oui, En fait, je pense que pas toutes les entreprises sont immigrées vers la méthode agile. oui, Il y en a encore qui utilisent toujours le cycle en V. c'est ça. D'accord, tout à fait. Oui, oui, je suis très conscient de ça. C'est vrai que la tendance, quand même, aujourd'hui, c'est d'aller vers la méthode agile. Et d'ailleurs, quand vous passez des entretiens, on vous demande est-ce que vous maîtrisez bien est-ce que vous comprenez bien cette méthode agile? En tout cas, sur les grands projets, que j'ai fait ces dernières années. J'ai été chez Michelin où on a mis en place une application. J'ai participé en tant que chef de projet sur le projet Via Navigo. Là, actuellement, je suis sur un projet du secrétariat général du gouvernement. Sur ces différents projets, sur ces gros projets, il faut quand même maîtriser la méthode agile. Hein, Hicham? Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, tout à fait. Donc, cette méthode agile, donc on a parlé donc de ce processus en V. On a dit qu'on partait donc de ce processus. Aujourd'hui, encore plusieurs entreprises sont restées dans ce cycle, ceux qui ne sont pas encore, qui ne savent pas encore bien le gérer. Maintenant, au niveau du cycle en V, il existe, au niveau de l'agile, il existe ce qu'on appelle le Scrum. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le Scrum, notamment Mireille et Hicham? Est-ce que vous connaissez le Scrum? Oui, moi je connais la méthode Scrum. En fait, dans mon expérience, on inspire de la méthode agile, ouais. Ouais. On n'utilise pas forcément les sprints ou les stand-up meetings de 15 minutes chaque jour et tout. Ouais, mais on inspire de la méthode agile. D'accord, d'accord. Et Hicham, est-ce que tu… Pareil, j'ai travaillé dans une petite start-up, donc ils n'avaient pas assez de moyens pour l'appliquer.
Comme l'a D'accord. dit Mireille, c'est juste une inspiration, on essaye de l'appliquer. D'accord. Alors, mais c'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, lorsque vous allez dans des entretiens, vous devez au moins être capable, si on vous demande quelle est la méthode que vous utilisez en termes voilà, au niveau agile, vous devez être capable de citer le Scrum. D'accord? Donc, le Scrum, c'est un meeting, c'est une courte réunion fréquente, environ 15 minutes, qui rassemble tous les membres de l'équipe de développement. Elle permet aux personnes d'échanger des informations sur l'avancement des tâches. Et on signale les problèmes rencontrés et on peut demander de l'aide si nécessaire. Donc, nous, on le fait tous les matins. D'accord? Alors, pour Eric, qui n'est pas informaticien, qui est lui plutôt dans la banque, il doit savoir que dans le cycle en V, on était juste dans, c'est-à-dire qu'il y avait tout un process de la conception jusqu'au développement qui était carré. Avec le processus agile, on ne va pas tout installer. On va prendre quelques fonctionnalités, on les installe, on travaille que sur ces fonctionnalités et ces fonctionnalités se trouvent dans ce qu'on appelle le backlog du sprint. D'accord? On va développer ces fonctionnalités, on va les tester. Donc, les développeurs travaillent directement avec le testeur. Donc, le testeur, pendant la phase de sprint, il est là pour accompagner les développeurs et il est en première phase pour tester tout ce qui a été fait dans un environnement dédié. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on appelle le backlog? Le backlog, c'est donc un catalogue de la décomposition des besoins utilisateurs. On appelle ça les user stories. Voilà, et ça se présente sous forme d'items énumérables, priorisés, évaluables par l'équipe. Il est élaboré en début de projet et révisé autant que nécessaire. Donc, dans l'agilité, dans le système agile, on peut changer, on peut modifier, on peut s'adapter en fonction donc des besoins du projet. Voilà. Donc maintenant, lorsqu'on est dans cette logique, il est important en tant que testeur de connaître ce qu'on appelle les exigences. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà fait un recueil des exigences? Est-ce que quelqu'un d'entre vous connaît les exigences? Oui, non. Qu'est-ce qu'une exigence? Mireille. Une exigence, c'est les fonctionnalités, je ne sais pas comment. Ça, c'est la clé. Parce que vous ne pouvez pas commencer à faire du test si vous n'avez pas fait le recueil des exigences. Hicham, est-ce que tu peux me donner une définition de l'exigence? Pareil, je suis pas capable de dire. D'accord. Donc, la gestion des exigences, c'est la première chose. On est sur un projet, on recueille les exigences. Ça s'appelle le recueil des besoins. Premièrement, à qui s'adresse le projet? Pour quel public? L'hétérogénéité, le nombre de personnes, le manager. On parle de quoi? On est dans quoi? C'est quoi le périmètre? Ça va se faire où? Ça concerne quoi? Dans le cadre, par exemple, du projet Via Navigo, dont j'ai été chef de projet test, j'ai défini les exigences. Le lieu où devait avoir lieu, d'où devait se faire par exemple, le Via Navigo. Via Navigo, moi, je suis à Lyon. Via Navigo n'existe pas à Lyon. Quelles sont les contraintes? D'accord? Quels sont les moyens? Quelles sont les solutions? Pourquoi? Pour qui? Donc, ça, c'est la définition des exigences. Les exigences sont donc, comme disait Mireille tout à l'heure, les différentes fonctionnalités de l'application.
les différents besoins. Et ces exigences, on va les transformer en cas de test. D'accord? Vous arrivez à un entretien, par exemple, un entretien sur… vous devez être embauché sur l'aspect thème, l'aspect test. Vous devez être capable, au cours de l'entretien, de dire « Ok, moi, vous m'amenez dans ce projet. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que les exigences ont été définies ?» Il y a des moments, on arrive sur le projet, les exigences n'ont pas été faites. Ça veut dire qu'il faut tout recommencer. Il y a des moments, les exigences ont déjà été faites. D'accord? Donc, on doit mettre en place, on arrive sur le projet, on doit mettre en place le processus de test. D'accord? Quand le management des exigences n'est pas correctement décliné, les exigences de toute origine sont acceptées autoritairement. Le projet connaîtra une forte volatilité des exigences avec des changements très fréquents, y compris lors de la phase de réalisation. Le projet connaîtra un fort niveau de reprise de tâches. Le projet ne saura pas trouver le lien entre les exigences validées et le produit livré. L'absence de traçabilité des exigences conduira souvent à des tests incomplets et inadaptés. L'exigence, c'est la première chose que vous devez faire. Vous arrivez sur un projet, vous devez définir les exigences. Sur le portable, qu'est-ce que je dois faire? Première exigence, le téléphone, il doit appeler. Deuxième exigence, avec ce téléphone, je dois pouvoir répondre. Troisième exigence, je dois faire des photos. Quatrième exigence, je dois pouvoir aller sur Facebook. Je dois pouvoir installer des applications. Si je ne peux pas installer des applications sur mon téléphone, il est mal fichu. Il peut avoir une exigence égale, il peut avoir des exigences de performance. Quand j'ouvre mon application, il ne faut pas que ça bug, il ne faut pas que ça bloque. Si vous n'avez pas défini les exigences, vous ne pouvez pas définir les tests. D'accord? Alors, les exigences, on doit les… Pardon, Kovala. Oui. Une petite question. En fait, est-ce qu'il existe un processus pour déterminer ou recueillir les exigences auprès du client ou auprès des parties prenantes du projet? Alors, il y a deux choix. Quelquefois, sur le projet, on désigne la personne qui va se charger de définir les exigences avec la MOA. Mais l'expérience que j'ai, c'est que souvent, c'est le chef de projet test qui fait ce boulot. Donc, il arrive sur le projet, il doit analyser le besoin. D'accord? Le besoin, ça, c'est le langage naturel. Pourquoi je suis sur ce projet? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez installer une application, mais c'est pourquoi? Donc, l'expression de besoin, elle doit être énoncée. Elle doit être analysée. Si quelqu'un me dit qu'avec son portable, il souhaite cuire des œufs, je sais que cette exigence ne peut pas se faire, ne peut pas se réaliser. Donc, on a d'abord un premier travail des exigences. C'est pour ça que si vous passez des entretiens, vous demandez, OK, vous voulez m'embaucher comme testeur. Est-ce que les exigences ont été définies? Est-ce qu'on les a bien énoncées? Parce que si les exigences n'ont pas été bien définies, vous ne pouvez pas écrire vos cas de test. Ou même si vous les écrivez, vous allez oublier beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on arrive sur des projets, on a fait des tests, mais l'application finale est bourrée d'erreurs parce que ça n'a pas été pris en compte. D'accord? Donc, je voudrais vraiment bien insister sur l'aspect exigence. C'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. Il y a donc un recueil des exigences qui est fait par le chef de projet test. D'accord? Et quand il a fait ces exigences, il doit le présenter à la MOA pour les valider.
Il ne les définit pas tout seul dans son coin en disant « Ok, moi, je fais telle exigence. C'est une exigence que je sors des besoins. » Il doit les valider, les faire valider par l'AMOA, par le client. D'accord? Donc, l'expression de besoin après recueil, il faut les énoncer, il faut les analyser, il faut les qualifier, il faut les classer et il faut les prioriser. C'est ce qu'on appelle, nous, dans un premier cas, nous disons, nous donnons une criticité à l'exigence. Une exigence peut être de criticité faible, elle peut être de criticité moyenne, elle peut être de criticité élevée. D'accord? Sachant que là, je vous ai donné un exemple en disant, je pars donc de faible, moyenne, élevée, mais vous pouvez définir vous-même la qualité, la priorisation que vous voulez. D'accord? Et ça se fait soit au niveau du cahier des charges, ou soit dans l'expression fonctionnelle des besoins. Et quand vous arrivez sur le projet, vous devez être capable de demander « Monsieur, fournissez-moi l'expression fonctionnelle des besoins ». Quand on a fini l'expression fonctionnelle des besoins, on va faire donc un appel d'offres. Donc ça, c'est l'entreprise. On est au niveau de l'entreprise. La première chose que fait l'entreprise, souvent les entreprises n'ont pas les moyens de faire l'expression de besoin. Les entreprises embauchent des sociétés de services qui font ça à leur place. Et ils vont fournir un premier document qu'on appelle l'expression fonctionnelle des besoins. C'est la première structuration du cahier des charges fonctionnelles. Quand on a fini ça, on fait un appel d'offres. La société dit, voici mes besoins, quelle est l'entreprise qui peut me faire ça, qui peut m'installer cette application. On fait un appel d'offres. Après l'appel d'offres, on fait le dépouillement. Et dans ce dépouillement, on va rechercher des solutions fiables. Et quand on va faire le lien entre l'expression fonctionnelle de besoin et ce que ceux qui ont répondu à l'appel d'offres vont amener, on va donc valider les besoins. Donc, vous devez comprendre que les exigences, ce sont les fonctions qui ont été retenues. D'accord? Et là, il y a un contrat qui est écrit entre l'entreprise et la société qui a gagné le projet. C'est la deuxième structuration. Et après, on va passer à la phase de réalisation. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que c'est clair? Merci de réagir. Très clair pour moi. Voilà. Oui, Eric. En fait, c'est une question, sur quelle base on peut déterminer ou qualifier la criticité d'une exigence moyenne, faible, forte? Ah, alors là, c'est très intéressant ta question. J'arrive sur un projet. Mon projet, je te prends un exemple, il faut mettre en place un téléphone mobile. Sur ce mobile, je sais qu'un mobile, il doit appeler. Si l'appel ne fonctionne pas, je ne peux pas utiliser mon mobile. Criticité très élevée. Criticité élevée. Tu es d'accord avec moi? Tu peux répéter, s'il te plaît? Je te demande, par exemple, de m'installer, de créer un produit qui est un portable. Je veux dire le portable Huawei, par exemple. Oui. Tu dois donc qualifier le portable Huawei. L'une des fonctionnalités du portable Huawei, c'est de téléphoner. Si la téléphonie ne marche pas, tu sais très bien que ton téléphone portable, il ne vaut rien. Oui. Question, Covalin. Oui. Eric, est-ce que le terme de criticité forte, c'est lorsque les fonctions essentielles n'ont pas été, je dirais, validées, on peut dire ça ou pas? On est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que
pour l'instant, on ne parle pas encore de validation, on est dans la mise en place de l'expression des besoins et des exigences. Dans l'exigence, moi, je dis que la fonctionnalité téléphone, elle est de criticité élevée. Lorsque je vais faire mes tests, si cette fonctionnalité ne fonctionne pas, je considère que c'est une anomalie grave. D'accord? Maintenant, supposons que j'ai une autre, supposons par exemple que mon Facebook ne marche pas. Je n'arrive pas à mettre l'application Facebook dans mon téléphone. Je peux dire que cette fonctionnalité, je peux la mettre soit en moyenne, soit en faible. Pour une personne, par exemple, qui ne va pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bien grave. Allô, Eric? C'est toi qui as posé la question. Alors, Hicham, est-ce que tu comprends bien cette histoire de criticité des exigences? Oui, en fait, si j'ai bien compris, c'est en fonction de l'importance de la fonctionnalité. C'est en fonction de l'importance de la fonctionnalité. D'accord? Si je te prends par exemple Word, si tu écris du texte dans Word, ne pas pouvoir rédiger dans Word, ça peut être de criticité très élevée. Oui. Mais l'impression, par exemple, ou bien par exemple, l'aperçu avant impression peut être de criticité faible. Pourquoi? Parce que si je peux imprimer mon document directement, je le fais. Il y a toujours un plan B. Donc, il faut que la fonction ne bloque pas le fonctionnement du… Voilà, il ne faut pas que la fonction… voilà. C'est-à-dire que quand je vais livrer mon produit en exploitation, il ne faut pas que le client dise « mais moi, je ne peux pas bosser avec votre truc ». Tu comprends? Dans le cadre d'un projet informatique, tu dois être capable de livrer, d'accord, de livrer un produit qui fonctionne. Et on sait très, très bien que si tu livres Word et tu n'arrives pas à faire du texte sur Word, ben écoute, c'est une criticité élevée, c'est-à-dire que l'exigence n'est pas respectée. C'est bon, Hicham? Oui, j'ai bien compris le concept. Le concept, d'accord. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler donc de l'exigence. Une exigence est dans le domaine de l'ingénierie un besoin, une nécessité, une attente, un produit ou un service doit répondre ou une contrainte qu'il doit satisfaire. L'exigence peut être exprimée par une partie prenante. Ça peut être l'utilisateur qui donne l'exigence, le client, le commercial, l'analyste de marché, le gestionnaire des produits, ou ça peut être déterminé par les processus d'ingénierie et en particulier par les activités d'études. C'est la première chose sur un projet. Je pense que Mera est d'accord avec moi, pour elle qui a déjà fait un peu de tests. Oui, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, les exigences, on les classe. D'accord? Il existe plusieurs sortes d'exigences. On a des exigences fonctionnelles. Elles décrivent les caractéristiques du système ou des processus que le système doit exécuter. D'accord? Et on trouve dans cette catégorie les règles métiers. On a des exigences non fonctionnelles. Elles décrivent les propriétés que le système doit avoir, par exemple les exigences techniques de sécurité informatique, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la performance, l'accessibilité. D'accord? Ça, ce sont des exigences non fonctionnelles. On a également des contraintes qui peuvent être des exigences, par exemple les limites du développement en quelque sorte, comme définir un système d'exploitation sur lequel le système doit fonctionner. On peut avoir des contraintes techniques si, par exemple, l'application ne fonctionne, si l'application est SAP, voilà, c'est une contrainte SAP.
D'accord? Il y a des applications qui vont fonctionner sur Windows, mais peut-être pas sur d'autres. Donc, on peut sur d'autres systèmes. Donc, on va avoir ici des contraintes. Donc, il existe des exigences fonctionnelles, des exigences non fonctionnelles, et il peut y avoir également des contraintes. D'accord? Alors, les exigences, elles peuvent être nécessaires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elles doivent porter sur des éléments nécessaires, c'est-à-dire des éléments importants du système, que d'autres composants du système ne pourraient pas compenser. Elles doivent être susceptibles de n'avoir qu'une seule interprétation. Une exigence, on ne doit pas dire, on ne doit pas tourner autour de l'exigence, on doit savoir ce qu'elle veut faire. Elle doit être concise. Elles doivent être énoncées dans un langage qui soit précis, bref et agréable à lire, et qui de plus communique l'essence de ce qui est exigé. Elles doivent être cohérentes. Elles ne doivent pas contredire les exigences établies, ni être contredites par d'autres exigences. De plus, elles doivent d'un énoncé d'exigence au suivant utiliser des termes et un langage qui signifient la même chose. Elles doivent être complètes, précises, accessibles, vérifiables. D'accord? Une exigence doit, et là j'ai mis en rouge, la plupart des exigences doivent être vérifiables par des tests. On ne peut pas dire que c'est une exigence si on ne peut pas la tester. Donc, la définition des exigences est quelque chose de très, 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 très important dans le cadre du test. D'accord? Alors, il existe quelques outils d'exigence. Meray, est-ce que tu as déjà utilisé des outils d'exigence sur différents projets? Non, j'ai jamais utilisé les outils. Tu n'as jamais utilisé, mais il existe, je vous en ai mis 2 qui sont assez connus, mais vous pouvez en trouver d'autres sur le marché. Un, par exemple, qui s'appelle Caliber RM. Il y a également Requirement Quality Analyzer qui fait le rôle dans lequel on peut paramétrer ses exigences. D'accord? Sur la première phase d'un projet, on a ces outils qui peuvent les définir. Mais moi, j'ai utilisé… Est-ce que tu as déjà utilisé ALM, Meray? Non, j'ai jamais utilisé. Tu n'as jamais utilisé ALM. Quel est l'outil que tu utilises pour tes tests actuellement? Est-ce que tu fais sur de l'Excel ou sur une application? Enfin, sur l'Excel, c'est un tableau Excel où on définit toutes les. D'accord, d'accord. Bon, donc, tu vois, il va falloir que tu passes aussi à la phase application. Donc, au niveau des exigences, il exige, je vous ai mis 2 outils, qui est le Caliber RM et le Requirement Quality Analyzer. D'accord? Alors, on peut dire que la première partie que je dois vous présenter est terminée. D'accord? Je récapitule, on a commencé dès le début. Je vous ai donc parlé sur un projet informatique. Il y a le cycle de vie du produit, il y a une phase de conception, il y a une phase de réalisation et il y a une phase d'exploitation. Dans la phase de conception, il y a les études d'opportunité, les études préalables, on fait l'analyse, on définit l'analyse fonctionnelle technique, on fait les études de faisabilité, spécificité générale, tout le reste. Dans la phase de réalisation, on part donc des spécifications fonctionnelles détaillées et on va mettre en place le développement, on va coder. Quand on a fini de coder, on passe donc au test. Donc, quand vous travaillez sur des projets informatiques où vous êtes sur la partie test, vous êtes dans la phase de réalisation. D'accord? Après cette phase de réalisation, on fait ce qu'on appelle une mise en prod. Une mise en prod, ça signifie que je livre au client. Si c'est la Société Générale qui nous a fait le besoin, on lui livre l'application. Après avoir bien entendu, après s'être assuré que tous les tests ont été faits et que tout fonctionne. Lorsque vous avez livré au client, vous avez donc une phase de sécurité, ça s'appelle une phase de garantie,
où le client peut revenir vers vous en disant « Nous, on a fait des tests, mais là, ça ne marche pas, ainsi de suite. » Là, on rentre vraiment en phase de maintenance. On a dit qu'il existait en informatique donc des méthodes de développement. La première méthode qu'on a vue, c'est le cycle en V. D'accord? J'ai expliqué que c'était une méthode qui date vraiment aujourd'hui pratiquement de 30 ans, qui a fait ses preuves, mais qui est limitée. Aujourd'hui, on utilise le Scrum, on utilise les méthodes agiles dans le cadre des projets. Hicham Adix, tout à l'heure, a fait la remarque que beaucoup d'entreprises ne sont pas encore arrivées au Scrum. D'accord? Ensuite, je vous ai parlé des exigences. La définition des exigences est la clé pour réaliser des tests. Si les exigences n'ont pas été définies correctement, ça va très, très, très mal se passer. D'accord? Et enfin, on a défini l'exigence, on les a classifiées et on a dit comment doivent être ces exigences, non ambiguës, concises, cohérentes. Et maintenant, à la fin, je vous ai parlé des outils qu'on utilise en informatique pour gérer ces exigences. D'accord? Je vous ai donné 2 outils, Caliber RM, Requirement Quality Analyzer. Maintenant, on va passer donc à la mise en place de processus de test. D'accord? Le métier du test, il est régi par des normes. D'accord? On ne travaille pas dans le test, on ne vient pas dans le test si on ne connaît pas les normes. Donc, les normes, l'une des normes d'un test est définie dans le glossaire ISTQB. Qui connaît ISTQB? Objectif test. Alors, je vais te le donner en anglais directement. ISTQB. Alors, c'est B, j'ai écrit G. Alors, ISTQB. Voilà. International Software Testing Qualification Board. Allô, allô. C'est bon, Hicham? Oui. Voilà. Donc, l'ISTQB, c'est vraiment le glossaire. C'est quand on dit on a une… par exemple, moi, je suis certifié ISTQB. D'accord? Donc, j'ai une qualification dans ce domaine, dans le domaine du test. Et l'ISTQB, il est très, 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 très important. Vous devez vraiment le… je conseille d'ailleurs à Meraï et à Hicham, le moment venu, si vous avez une formation à faire, c'est de faire une certification ISTQB. C'est la certification reconnue au niveau international dans le domaine du test. D'accord? OK. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'un test? Parce qu'on est souvent là, oui, je fais des tests. Mais qu'est-ce qu'un test? Un test, c'est un ensemble de cas à tester. Donc, c'est l'état de l'objet à tester avant exécution du test. Action ou données en entrée, valeur ou observation attendue et état de l'objet après exécution, éventuellement accompagné d'une procédure d'exécution. Séquence d'actions à exécuter. Il est lié à un objectif. Voici la définition que donne ISTQB d'un test. C'est un ensemble de cas à tester. D'accord? Ça, il faut le connaître. Ça peut arriver que sur un entretien d'embauche, l'examinateur, celui qui vous reçoit, vous dise « C'est quoi un test, monsieur Hicham ?» Vous devez être capable de lui donner la définition ISTQB, surtout si vous travaillez dans le domaine du test. D'accord. Voilà. Donc, un test vise à mettre en évidence des défauts de l'objet testé. Cependant, il n'a pas pour objectif de diagnostiquer la cause des erreurs. Il les met seulement en évidence. Un test n'a pas pour objectif de les corriger, de prouver la correction de l'objet testé.
La définition d'un cas à tester précise les exigences s'appliquant à la spécification. Un objet ne peut être testé que si on peut déterminer précisément le comportement attendu en fonction des conditions auxquelles il est soumis. Si la spécification ne permet pas cette détermination, la propriété du logiciel qu'elle définit ne peut être testée. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la nécessité de mettre en place l'exigence. Il faut soumettre la spécification à cette contrainte de testabilité, permet d'en améliorer la précision puisqu'elle oblige à expliciter les caractéristiques de l'objet. Ceci permet en retour de trouver plutôt les erreurs de spécification. Les erreurs de spécification sont des incohérences. Cette contrainte est renforcée par certaines méthodes de développement comme le Test-Driven Development. L'ISTQB souligne le rapport de cette contrainte à la maintenabilité de l'objet. L'activité de test d'un logiciel utilise différents types et techniques de test pour vérifier que le logiciel est conforme à son cahier de charges, vérification du produit et aux attentes du client, validation du produit. Elle est un des processus du développement logiciel. Le test est un des processus du développement logiciel. Ça aussi, c'est une belle réponse qu'on peut donner lorsqu'on discute du test. Je t'écoute, Hicham. Et pourquoi en fait, pourquoi en fait dans les entreprises, je ne sais pas si je me permets de dire ça ou pas, pourquoi en fait ils sous-estiment les profils testeurs alors qu'il occupe, comment dirais-je, une place très importante dans ce processus de développement. Ah, tu trouves qu'ils sous-estiment le profil testeur? Oui, mais rien que les salaires, par exemple. Oui, oui. Je ne sais pas si tu es en phase avec moi, quoi. Oui, bon, alors, ce qui est sûr, c'est que sur un profil testeur, celui qui ne fait que de l'exécution, il est, c'est vraiment le bas niveau. Mais celui qui conçoit, le chef de projet test, là, tu commences à être bien. Si tu veux dire sur le plan financier. Pas que, même moralement, moralement dans l'entreprise, j'ai l'impression qu'ils sont sous-estimés par rapport aux développeurs informatiques, par exemple. Oui, bon, ça dépend aussi du management de projet. Alors, moi, actuellement, je suis sur un projet avec le secrétariat général du gouvernement. Alors, j'ai une place prépondérante en tant que chef de projet test. Au sprint du matin, mon avis compte énormément. Mais ça, c'est lié au fait que le management, il veut un produit de très bonne qualité. Donc les développeurs, ils ne viennent pas faire leur petit « oui, on n'arrive pas à faire ça ». Moi, j'arrive le matin, je dis « voilà, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut améliorer ». Donc, dans le cadre de sprint, je suis un peu le fouteur de merde. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment le rôle que le management projet m'a donné. Donc, tous les matins, on vérifie où est-ce que vous en êtes dans les travaux. Lorsqu'il faut vérifier, lorsque, par exemple, ils ont terminé un développement, ils doivent passer par le testeur pour que je vérifie la cohérence de l'écran qu'ils viennent de créer. Donc, tu vois que ça dépend du management de projet et tu as raison, si tu tombes sur un chef de projet qui ne met pas en avant la qualité, bon, le testeur est un peu, c'est la dernière roue de carrosse. Mais si tu tombes sur vraiment quelqu'un qui a une vision de la qualité, parce qu'en plus, il faut que tu saches, Hicham, c'est que lorsque vous êtes sur un projet, l'intérêt, ce n'est pas seulement de développer. Il faut également gagner l'exploitation. Tu me suis? Oui, je t'écoute. Voilà, donc il faut gagner l'exploitation. Or, si vous avez fait trop d'erreurs au moment du développement, vous ne gagnerez pas la maintenance.
on va le donner à une autre société. C'est pour ça qu'il faut remettre le test au cœur il faut que ça devienne l'élément moteur même. Parce que c'est ça qui va permettre qu'on gagne l'exploitation. Et si on gagne la maintenance, et souvent on a des contrats de maintenance sur 5 ans, c'est énorme. Mais si vos tests, lorsque vous avez fait la VABF, se sont mal passés, vous ne gagnerez pas la maintenance. Or, les contrats de maintenance, c'est là où on a le plus d'argent. Souvent, sur les projets, on est perdant. Hein. D'accord, ok. Voilà, souvent sur les projets, on est perdant. Merci. Mireille, ça va? Mireille? Oui, ça va. Ok. Voilà, donc, voilà, on était donc sur le test. Hein. Maintenant, est-ce que, Mireille, tu peux me dire qu'est-ce qu'un bug? Ça aussi, c'est une question que tu peux avoir en entretien. Madame, vous travaillez depuis des années sur le test. Pouvez-vous me définir un bug? C'est quoi un bug? Un bug, c'est une anomalie, c'est une erreur, c'est des fautes. Tout à fait. C'est une erreur. C'est l'erreur que l'on constate sur une fonctionnalité, sur une exigence. Oui. D'accord? Donc ça, c'est souvent des petites questions pièges. Mais l'ISTQB a donné sa propre définition. L'ISTQB définit un défaut comme une imperfection dans un composant ou un système qui peut en perturber le fonctionnement. Ce défaut est révélé par une défaillance s'il est exécuté, c'est-à-dire une déviation par rapport au comportement ou résultat attendu. Ça, c'est une définition claire de l'ISTQB. Si tu la donnes, cette définition, Mireille, tu ne peux pas rater un entretien là. Parce que ça, c'est souvent, il m'est arrivé de me retrouver en entretien, voilà, et le monsieur, il veut jouer, il me dit, voilà, c'est quoi un bug? Je le ramène toujours à la définition de l'ISTQB. Et ils aiment bien quand tu cites l'ISTQB, quand tu cites les normes. Il ne faut pas que ça vienne de ta propre réflexion. Il faut que tu dises d'après l'ISTQB. On sait que c'est une testeuse. D'accord? Donc, cette définition indique que l'exécution du produit n'est pas la seule façon de détecter des défauts. Elle laisse aussi entrevoir qu'un code peut être syntaxiquement et algorithmiquement correct et pourtant présenter un défaut qui ne sera manifesté que lors d'un test de performance, par exemple. Dans un tel cas, l'origine du défaut pourrait être une erreur d'architecture ou de configuration. La définition donnée dans la norme BS 7925.1 pour l'entrée fault, il n'y a pas d'entrée defect, fait de cette imperfection la matérialisation d'une erreur, c'est-à-dire d'une action humaine produisant un résultat incorrect. Voir cette norme est la norme IE 610-12-1990. Une faute de frappe ou une erreur de raisonnement, par exemple. L'ISTQB semble se démarquer de cette position. Il faut connaître ce que dit l'ISTQB. Il faut connaître ce que disent les normes. Lorsqu'on est dans le métier du test, ce n'est pas un métier de hasard, c'est un métier basé sur les normes. Et ces normes ont été définies par l'ISTQB. Maintenant, je vous donne 5 minutes de repos et on va commencer la mise en place des processus de test. D'accord, merci. Voilà, comme ça, vous prenez un café et on reprend dans 5 minutes à 10h15. D'accord. Voilà.